Je voudrais d'abord remercier de tout cœur les dirigeants de votre université de me permettre de vous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais aussi, puisque j'étais ce matin pour rendre hommage à l'escadrille Normandie-Niemen, profiter de cette occasion pour remercier la Russie, qui a fourni, on l'oublie parfois en Europe, le plus gros effort de guerre militaire et humain contre le fascisme, au prix de 27 millions de morts. J'ai donc voulu rendre hommage à cette fraternité d'armes entre les combattants français et les combattants russes. Je n'oublie pas non plus que la première défaite allemande était en décembre 1941 aux portes de Moscou. Et nous avons une longue tradition de patriotisme au Front National, puisque un des membres de l'escadrille Normandie-Niemen, Roger Sauvage, était suppléant de mon père aux législatives en 1956. Je voudrais d'ailleurs, de manière plus générale, que la France se souvienne de la longévité de l'amitié franco-russe, qui a débuté au milieu du XIe siècle, quand Anne de Kiev est devenue reine de France en épousant Henri Ier, puis régente de France. Or, je ne voudrais pas apporter ici des mauvaises nouvelles, mais on est obligé de constater que la France libre et souveraine, dont la voix particulière portait dans le monde, dont le modèle économique équilibré entre prospérité et protection sociale des plus faibles était envié, dont la culture rayonnait dans le monde, dont l'art de vivre était admiré, eh bien cette France-là est en danger. Et c'est toute la raison du combat politique que je mène à la tête du Front National, dont j'ai pris la présidence il y a un peu plus de 2 ans, que d'éloigner les dangers qui pèsent aujourd'hui sur la France. Il ne vous a pas échappé, puisque vous êtes des étudiants qui vous intéressez tout particulièrement à l'international, que si la France va mal, l'Europe, particulièrement depuis l'avènement de l'Union européenne, technocratique, bureaucratique et antidémocratique, l'Union européenne, elle, s'effondre. Économiquement, socialement, culturellement, diplomatiquement. La France est aujourd'hui empêtrée dans l'OTAN, dont je ne comprends toujours pas de quel ennemi elle est censée nous protéger. Personne n'est capable d'ailleurs de répondre à cette question lorsqu'on la pose aux dirigeants des pays qui participent à l'OTAN. Et donc, quant à moi, j'ai demandé que la France sorte. Empêtrée aussi dans une Union européenne qui a quand même révélé maintenant son vrai visage. Un processus totalitaire où les décisions sont prises sans le peuple et même contre le peuple. En 2005, un référendum a été organisé en France pour demander au peuple français s'il voulait se voir appliquer la Constitution européenne. Le peuple français a répondu non, à 55%. Et c'est la raison pour laquelle, 3 ans plus tard, les députés et les sénateurs français ont imposé la Constitution européenne aux Français. C'est la raison pour laquelle, depuis cette date, j'appelle l'Union européenne l'Union soviétique européenne.
non seulement elle est antidémocratique, mais elle est de surcroît totalement inefficace sur le plan économique. Il n'y a qu'à regarder les résultats. C'est devenu une machine à fabriquer de la pauvreté. Par d'abord une monnaie unique dont on doit admettre 12 ans après sa création que c'est un échec là aussi complet. Et par la complicité affichée de l'Union européenne avec les grandes banques et les grandes institutions financières internationales dont aujourd'hui nous dépendons intégralement par l'intermédiaire de notre endettement. Ces grandes institutions financières font des profits inouïs. Les profits sont pour eux, mais en revanche, lorsqu'il y a des pertes financières, ce sont les peuples qui sont obligés de payer par l'intermédiaire des impôts ou de renflouer ces banques, les peuples ou les déposants, comme vous avez pu le constater dans l'affaire de Chypre. C'est ce que j'appelle la privatisation des profits et la communautarisation des risques. Je gagne, c'est pour moi la banque, je perds, c'est pour vous les peuples. C'est surtout une Union européenne dont la nation, la patrie, les patries sont aujourd'hui les ennemis à abattre. Je crois qu'il faut que je vous apporte une explication. Ça n'est pas par hasard que l'on se retrouve dans cette situation. L'Union européenne est en réalité soumise à une idéologie qui est une idéologie que j'appelle le mondialisme. Le mondialisme, dont l'ultralibéralisme est la petite fille, c'est le règne absolu de la loi du commerce. Cette idéologie, elle considère que le commerce, qui est une sorte de nouvelle religion, doit pouvoir évoluer sans aucune règle et sans aucune limite. C'est la loi de la jungle, en quelque sorte. Et comme c'est la loi de la jungle et comme ce nouveau Dieu, qui est le Dieu commerce, ne peut pas être limité, eh bien on interdit, on empêche aux États de régler les abus et de sanctionner les dérives de ce fonctionnement commercial. C'est en tout cas ce qui se passe dans l'Union européenne. Or, la loi, la nation, les frontières, les valeurs, sont des structures de protection des individus, au premier rang duquel d'ailleurs il y a la famille. Et tout cela, vous comprenez bien, c'est autant d'obstacles au commerce. Comment ? La loi d'un pays voudrait nous empêcher de commercer. La constitution d'un pays voudrait nous empêcher. Les mœurs, les valeurs, les traditions d'un pays voudraient nous empêcher de commercer. Eh bien, nous allons supprimer tout cela. Et c'est exactement ce qu'est en train d'effectuer cette idéologie, notamment dans l'Union européenne. Tout ce qui constitue un obstacle au commerce doit être, dans leur esprit, affaibli ou détruit. Je reviendrai tout à l'heure à cette explication, mais vous comprendrez donc les raisons, non seulement de l'effacement des frontières, on en reparlera, de la dilution des souverainetés, mais évidemment de la loi qui vient d'être votée et qui constitue un coup rude porté à l'organisation de la famille. L'Europe, enfin l'appartenance à l'Union européenne est aujourd'hui synonyme d'effacement diplomatique. L'Union européenne est donc mon pays, la France, est soumis en réalité à la politique
international, bon, ça dépend, hein, des jours. Un coup, c'est Washington, un coup, c'est Berlin. Et tout cela se décide à Bruxelles. Quand ce n'est pas d'ailleurs le Qatar ou l'Arabie saoudite qui déterminent nos actions internationales. C'est évidemment l'influence de plus en plus forte de ce minuscule petit pays qu'est le Qatar, qui est entre autres à l'origine des choix éminemment contestables de la France, que ce soit en Libye ou en Syrie. L'appartenance à l'Union européenne est synonyme de la disparition des frontières. Nous ne pouvons plus décider, nous, pays France, qui entre et qui se maintient sur notre territoire. C'est comme si demain on décidait dans vos appartements ou dans vos maisons de supprimer les frontières, de supprimer les fenêtres et les portes. Les frontières, notre maison, ma maison, France, a les portes et les fenêtres grandes ouvertes. La conséquence, c'est une immigration massive, désordonnée, anarchique, qui change incontestablement le visage de mon pays. Une immigration massive qui bouleverse d'abord les équilibres économiques, les équilibres sociaux, mais qui bouleverse aussi les modes de vie et qui contribue, il faut avoir le courage de le dire, à l'aggravation de l'insécurité. L'autre conséquence, c'est la mise en péril de notre système de protection sociale. Un système de protection sociale n'est viable que s'il est national, et il est condamné s'il est mondialisé. Aujourd'hui, en France, on se retrouve dans une situation d'une profonde injustice où des gens qui sont venus en France, y compris de manière illégale, c'est-à-dire des clandestins, ont, dans certains domaines, plus de droits que les Français. Ils sont soignés absolument gratuitement, quand un tiers des Français aujourd'hui ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Ils sont logés de manière prioritaire, bien qu'étant en situation clandestine, alors qu'1,5 million de Français attendent de pouvoir obtenir un logement social. L'appartenance à l'Union européenne aujourd'hui est synonyme de chômage de masse. Le commerce international, sans règle du jeu, est devenu déloyal, profondément déloyal, à cause de ce manque de règles. Alors ce sont les délocalisations vers des pays où la main-d'œuvre est de moins en moins chère. Oh, on n'est pas très regardant sur le respect de l'humain. C'est ce que j'appelle le néo-esclavagisme. On cherche les populations de plus en plus pauvres. Alors, ils sont partis de France pour aller en Europe de l'Est. Puis, de l'Europe de l'Est, c'était trop cher. Ils sont partis en Chine. Et puis, la Chine, ça commençait à devenir trop cher. Ils sont partis maintenant au Bangladesh. Et l'on assiste, dans le cadre de ce néo-esclavagisme, à un oubli complet des valeurs humaines, de respect de l'homme. Et c'est ainsi qu'on a assisté, il y a quelques semaines, à ce drame au Bangladesh, de cette usine et de ces centaines de morts brûlés parce que les conditions de travail, on n'était pas très regardant sur les conditions de travail à partir du moment où il y avait des profits supplémentaires à faire. Ça n'est pas ma vision de l'homme et de l'économie. Les fermetures d'entreprises se multiplient et l'Europe entière, l'Union européenne entière vient de battre son record et de chômeurs et de pauvres.
L'appartenance à l'Union européenne est aussi synonyme de disparition de l'État stratège. Je m'explique. Nous sommes sommés par les technocrates européens de laisser démanteler sans intervenir nos secteurs stratégiques. L'énergie, par exemple, l'acier, afin que des intérêts privés ou des fonds souverains étrangers, d'ailleurs, en prennent le contrôle, ruinant ainsi toute velléité d'indépendance du peuple. Car lorsqu'un peuple ne peut plus se nourrir, lorsqu'il dépend exclusivement de la nourriture qui est importée, il n'est plus un peuple libre. Lorsqu'un peuple dépend exclusivement, intégralement de l'acier qui est importé chez lui, ces industries ne peuvent plus fonctionner sans cette relation. Et par conséquent, nous ne sommes plus un peuple libre. Il s'agit donc là du vrai grand problème de l'indépendance du peuple. Quand votre énergie, votre industrie de l'énergie dépend exclusivement d'importations de l'étranger ou sont détenues par des intérêts étrangers, on n'est plus un peuple libre. Enfin, l'Europe, l'Union européenne, pas l'Europe, l'Union européenne, je ne mélange pas les deux, est synonyme de l'effondrement culturel. L'effondrement des valeurs et des identités spécifiques à chacun des pays qui la composent. On voit bien que l'objectif des technocrates de l'Union européenne, c'est le nivellement culturel de tous. C'est l'uniformisation de tous, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Il faut que tout le monde achète les mêmes produits, donc que plus personne n'ait ses propres références. C'est tellement plus facile et tellement plus profitable. C'est ainsi que le mouvement que je préside s'est battu pour obtenir l'inscription dans la Constitution européenne, celle à laquelle on avait dit non, mais qui nous a été imposée, de la référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Ceci a été refusé par les élites européennes et par, il faut bien le dire, les dirigeants français de l'époque. Au nom des droits de l'homme, la Commission européenne et les technocrates de Bruxelles nous imposent des choses de plus en plus folles, de plus en plus éloignées des valeurs qui sont les nôtres. L'Union européenne impose au peuple des lois qui n'en veulent, des lois dont ils ne veulent pas, et qui sont en contradiction avec nos valeurs, et nous mettent en situation de ne plus pouvoir nous défendre. On a beaucoup parlé de la loi sur le mariage homosexuel, mais il faut que vous sachiez que c'est l'Union européenne qui exige que ces lois soient votées. Aujourd'hui, c'est la France. Hier, c'était l'Espagne. Et demain, tous les pays de l'Union européenne seront sommés de voter la loi sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. C'est l'Union européenne qui nous impose cette ouverture des frontières dont je parlais, sans faire cas de la défense de notre identité, sans faire cas des frictions qu'entraîne une immigration extrêmement massive dans un pays où il n'y a plus d'emplois et où il y a tellement de pauvreté, où il n'y a pas assez de logements. C'est l'Union européenne qui nous oblige à accorder aux clandestins les droits presque supérieurs à nos propres compatriotes dont je parlais tout à l'heure. Je vous en donne un exemple parce que je trouve que les exemples sont toujours plus parlants. Nous sommes confrontés dans l'Union européenne à un gros problème d'immigration des Roms. Il y a 10 à 12 millions de Roms dans les pays d'Europe de l'Est qui vont entrer ces pays en tant que membres à part entière de l'Union européenne. Ils seront donc citoyens de l'Union européenne et pourront aller s'installer dans n'importe lequel des pays. Il y a qu'un malheur, c'est que c'est la France qui est quasiment le pays le plus attractif et le plus généreux à destination des étrangers. Aujourd'hui, ils sont
pour beaucoup en situation clandestine. Eh bien, malgré cela, l'Union européenne nous impose de les loger. Et ils accèdent à des logements sociaux en priorité. Et si on ne les loge pas alors qu'ils sont en situation illégale, si on ne peut pas les loger, eh bien, la France est condamnée à leur verser 75 € par jour et par requérant. Il y a beaucoup de Français qui aimeraient avoir 75 € par jour pour vivre. Beaucoup de retraités français, notamment, qui sont très loin de toucher ce genre de somme pour vivre aujourd'hui en France. C'est la même Union européenne qui, par exemple, nous impose, au motif des droits de l'homme, de prévenir les prisonniers avant d'effectuer une fouille dans les cellules. Monsieur le prisonnier, demain, il va y avoir une fouille. Vous êtes gentil de bien vouloir débarrasser votre cellule de la drogue, des armes qui pourraient s'y trouver. C'est d'une redoutable efficacité, bien sûr. Et encore dans un autre registre, nous avons été donc sommés, discrètement, de voter la loi sur le mariage et l'adoption par les homosexuels, pour les homosexuels, les couples homosexuels. Et aujourd'hui, nous sommes sommés d'intégrer dans notre système éducatif la théorie du genre. Je ne sais même pas si le traducteur est capable de savoir ce que c'est, car personne ne sait bien ce qu'est la théorie du genre. Ça vient des États-Unis. C'est eux qui nous ont imposé la méthode globale d'apprentissage de la lecture. Ça a donné de très mauvais résultats. Par conséquent, il faut toujours être prudent. Alors, la théorie du genre consiste à dire que je ne suis pas une femme et Ludovic n'est pas un homme. Donc vous n'êtes pas des hommes et des femmes. C'est la société qui nous conditionne pour faire de nous des hommes et des femmes. Ce qui, dit la théorie du genre, est une violence pour nous. Par conséquent, il faut absolument expliquer aux enfants qu'ils sont unisexes et que c'est à eux de choisir s'ils veulent être une femme ou un homme. Pour cela, il faut briser ce conditionnement et donc interdire aux petits garçons de jouer avec des voitures ou de jouer avec des pistolets en plastique et interdire aux petites filles de revêtir des robes de princesse. Mais on pourrait en sourire, mais quand ça vous arrive, vous avez vraiment envie d'en pleurer. Car dernièrement, le premier syndicat d'enseignants français a demandé que soit, dans le cadre du développement de cette théorie du genre, que soit étudié par les enfants de 6 ans, en CP, petite section, un livre titré « Papa porte une robe ». Vous comprenez que lorsqu'on en arrive à ce type de folie, quand on en arrive à ce type de dérive, on s'inquiète beaucoup de voir nos futurs enfants élevés, grandir, sans avoir quand même le minimum de structuration. C'est une véritable entreprise de destruction de la jeunesse. Le mouvement que je préside ne veut plus de tout cela. Il est le porteur des idées de bon sens, de respect de nos valeurs, de notre identité, de respect de notre histoire, d'indépendance, de liberté de notre patrie, de démocratie par conséquent. Parce que la France a un vrai problème démocratique. Oh, je sais, elle a l'habitude de donner des leçons de démocratie au monde entier. Je préside un mouvement qui, avec 20% des voix, a 2 députés sur 577. Si il y avait un processus proportionnel, nous aurions 100 députés sur 577.
c'est la toute petite nuance qui existe entre la démocratie et l'absence de démocratie. Mais ceci a des très lourdes conséquences, car les lois sont donc votées par des assemblées qui ne sont pas représentatives du peuple français. Ça a un sens très lourd et très grave. J'ai fait 20% à la présidentielle, si j'en crois les sondages actuels. Ce chiffre a d'ailleurs déjà augmenté de presque un quart depuis un an. J'ai failli ne pas pouvoir être candidate à l'élection présidentielle, compte tenu des procédés qui ont été organisés par ce qui est tout de même mes adversaires politiques. Si ça, c'est un fonctionnement démocratique correct, alors je ne m'entends plus en démocratie. Je veux que ce soit le peuple français qui décide de sa destinée, pas M. Barroso, pas M. Van Rompuy. Je veux que ce soit le peuple français qui décide de ses alliances internationales, pas Mme Ashton, ou je ne sais qui d'autre, Mme Merkel peut-être. Je veux que la France soit souveraine. Je veux qu'elle maîtrise à nouveau ses lois et que les directives européennes n'aient pas une valeur supérieure à notre propre constitution française, comme c'est le cas actuellement. Je veux que nous maîtrisions nos frontières. Je veux que nous maîtrisions notre monnaie pour que nous ne soyons pas obligés de subir une monnaie qui est totalement surévaluée par rapport à la structuration de notre économie. Je veux décider d'ailleurs de ma politique économique, de nos relations diplomatiques, de nos alliances stratégiques, de notre budget, alors qu'aujourd'hui, la France, censée être encore libre et souveraine, va présenter son budget à la Commission. Excusez-moi, monsieur, ça va ? J'ai le tampon ? Alors que ça devrait bien sûr dépendre exclusivement de la souveraineté du peuple. Je veux une France forte qui défende ses intérêts stratégiques, qui ait le droit d'intervenir au soutien d'un secteur économique stratégique en difficulté, alors qu'aujourd'hui l'Union européenne me l'interdit. Je veux une France juste, et c'est une France juste, c'est une France qui rétablit l'équilibre entre l'économie de marché, qui est incontournable, l'économie libre, l'économie de l'entrepreneuriat, qui est fondamentale à nos développements économiques, mais avec, encore une fois, des mesures, avec une régulation, avec des limites qui sont imposées pour éviter les excès que l'on peut voir aujourd'hui. Je veux enfin porter une France fière, qui arrête de se flageller en permanence, qui soit fière de ses racines et ose les défendre, qui soit fière de son histoire, de son patrimoine culturel, de son identité, qui apprenne d'ailleurs à nouveau aux enfants l'histoire de France, parce que aujourd'hui l'histoire de France est découpée. Vous voyez, il y a des bouts qui manquent comme ça. Au fur et à mesure des années, on supprime des morceaux d'apprentissage de l'histoire de France, car ces morceaux risquent de choquer telle ou telle minorité qui serait arrivée dans notre pays dans les 30 dernières années. Bon. Charles Martel, disparu. Louis XIV, disparu. Henri IV, disparu. Napoléon, disparu. Gros morceau, hein. Ça a allégé les ça a allégé les livres d'histoire. Disparu, Napoléon. C'est terrible. On en sourit, mais c'est terrible, car quand un citoyen ne sait pas d'où il vient, il ne peut pas savoir qui il est, et il ne peut pas savoir, évidemment, où il va. Et tout cela est fait au nom du politiquement correct. On n'emmène plus les enfants visiter les cathédrales. Ça risque de choquer ceux qui n'ont pas la même religion, alors même que ça n'a aucun sens. Ça n'est pas un problème religieux, c'est un problème aussi culturel, patrimonial, historique. Je veux enfin une France qui se défende avec acharnement et qui défende avec acharnement sa vision de l'homme. Au moment où le monde est brutalisé par la montée du fondamentalisme islamique,
Celui-ci est inquiétant. Il se développe en France avec des actions d'ailleurs terroristes dont nous avons été victimes, mais pas seulement en France, dans beaucoup d'autres pays d'Europe, comme ça a été le cas encore dernièrement à Londres. Le combat essentiel que je mène n'est pas seulement un combat franco-français. Et je voudrais que vous entendiez cela. Parce que lorsque je défends la liberté, l'identité, la souveraineté de la France, je me bats aussi pour que toutes les nations du monde aient le droit de défendre sa liberté, son identité, sa souveraineté. Or, je suis convaincu que si la Russie est aujourd'hui un peu victime d'une sorte de guerre froide de la part de l'Union européenne, une petite guerre froide économique, un peu politique, un peu aussi, un peu diplomatique. On la maintient un peu de loin. C'est parce que c'est vrai que l'Union européenne s'est mise dans la sphère d'influence des États-Unis et que l'Europe et la France n'ont plus cette liberté, cette voie particulière qui était la sienne. Mais c'est aussi, je le crois, parce que la Russie veut défendre sa liberté et sa souveraineté, qu'elle ne veut pas se soumettre justement à des ordres venus de tel ou tel coin du monde. Et ça, quelque part, ça dérange. C'est la raison pour laquelle je veux à tout prix que la France soit capable de recréer des liens extrêmement forts avec la Russie. C'est notre histoire commune, c'est les liens que nous avons créés dans l'histoire. Mais c'est aussi notre intérêt. C'est votre intérêt et c'est notre intérêt. Nous avons des intérêts stratégiques communs. Nous avons des valeurs communes. Nous avons la même vision de l'homme. Nous avons des racines chrétiennes communes. Et ceci devrait tout à fait naturellement nous pousser à avoir des relations bien plus proches que celles que nous avons aujourd'hui. Le peuple français et le peuple russe sont des peuples frères. Et au-delà, permettez-moi, de l'approfondissement de relations commerciales, par exemple en matière aéronautique, par exemple en matière de technologie militaire, par exemple en matière de recherche médicale, où nous pourrions parfaitement avoir des programmes communs, nous pourrions beaucoup plus échanger des étudiants. Or, je m'étonne, moi, que les programmes Erasmus, par exemple, qui sont très coûteux, c'est vrai, pour l'Union européenne, soient beaucoup plus nombreux, par exemple, avec la Turquie, qui est une nation éminemment respectable, mais qui n'est pas une nation européenne, plutôt qu'avec la Russie, dont je considère qu'elle est une nation européenne. Et dont je voudrais d'ailleurs, dans l'Europe, dont je rêve, cette Europe qui soit débarrassée de l'Union européenne et qui soit une Europe des nations libres, souveraines, une Europe des coopérations, que cette Europe-là aille jusqu'à la Russie. Bon. Nous devons aussi mener ensemble le combat de l'effondrement culturel, contre l'effondrement culturel. C'est essentiel. Vous savez, nous devons sortir victorieux de ces combats contre les nouveaux totalitarismes. Ensemble, nous avons vaincu les totalitarismes du XXe siècle, le communisme et le nazisme. Ensemble, nous devons lutter contre les deux nouveaux totalitarismes du XXIe siècle, le mondialisme, dont je vous parlais tout à l'heure, cette idéologie du tout commerce qui fabrique un monde sans souveraineté, sans nation, sans valeur et sans morale. Et l'islamisme, ce totalitarisme du tout religieux qui veut imposer, parfois par la force comme au Mali, la charia, c'est-à-dire la disparition des grandes libertés publiques et des libertés individuelles, au premier rang desquelles, d'ailleurs, les libertés de la femme. Je conclurai en vous disant qu'à vous, jeunes élites russes, pour beaucoup, légitimement attachées au développement économique de votre pays, à sa croissance future, à sa prospérité,
n'oubliez pas que votre destin ne peut pas se limiter à cette aspiration, même si elle est tout à fait légitime. Sans valeur, sans souveraineté, sans identité, sans culture, nous serons, le peuple russe et le peuple français, des peuples vides et des patries perdues. Les civilisations, souvenez-vous-en toujours, elles aussi sont mortelles. Et notre devoir, tous ensemble, est de donner justement un avenir à la jeunesse européenne dont vous faites partie. Vive la Russie, vive la France et vive la véritable Europe. Je pense que ensemble, nous avons vu que Marine Le Pen a fait preuve de ses qualités d'orateur exceptionnelles, du penseur exceptionnel et d'une personne très passionnée également. Et c'était un grand plaisir de vous entendre, Madame Le Pen. Mais vous avez attisé une flamme à l'intérieur de nous. Et avec le temps, cette flamme va devenir plus forte encore. Nous avons maintenant une possibilité unique de poser quelques questions à Madame Le Pen. Je vous en prie. Bonjour Madame Le Pen, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Théodore Kovalkov, je suis étudiant à l'Institut d'études politiques de Paris. J'aurais deux questions à vous poser. Premièrement, au sujet de vos relations avec la Russie. Si je comprends bien, vous avez été reçu au Kremlin ce matin et vous avez développé d'excellentes relations avec le gouvernement russe. Des relations qui me semblent être privilégiées puisque peu d'autres hommes politiques français, je pense à Jean-François Copé, Martine Aubry, bénéficient du même accueil en Russie. À votre avis, quelle est la raison de ces relations privilégiées entre votre parti ou entre vous et le Kremlin? Deuxièmement, au sujet de votre politique intérieure au sein du Front National. Il me semble que depuis que vous avez été élu présidente du Front National, vous avez engagé ce que certains appellent une dédiabolisation du Front National. Vous adoptez un ton qui me semble pratiquement gaulliste, souverainiste, et d'un autre côté, vous vous faites un peu dépasser à droite. Au moment du mariage gay, vous n'avez pas été au premier rang, le printemps français vous a en quelque sorte dépassé, et les journaux d'extrême droite ne sont pas très contents à l'intérieur du parti des évolutions. Mais alors, cette dédiabolisation, vers qui s'adresse-t-elle? Vous parlez des 20% que vous avez. Mais effectivement, vous les avez. Mais il y a 10 ans, Jean-Marie Le Pen a également fait 10%. 20%, pardon. Quel électorat visez-vous? Et que visez-vous en termes de politique intérieure à faire? Merci de votre question. C'est bien parce que je viens aussi, ce sont des jeunes étudiants français qui sont présents. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des... Hein? D'accord. Vous êtes russe, alors c'est merveilleux. Vous parlez en français, vous voyez? Vous parlez tellement bien français que j'ai cru que vous étiez français. Ah, vous l'êtes aussi. D'accord. Alors... écoutez, merci. Une relation, je ne sais pas si j'ai une relation privilégiée. J'ai en tout cas été reçu de manière extrêmement intéressante, effectivement, par le président de la Douma. J'aurai l'occasion demain de rencontrer Monsieur Rogozine. Je me suis longuement entretenu avec Monsieur Pouchkov. Nous avons effectivement beaucoup de sujets où nous partageons des idées qui sont communes, c'est incontestable. Pourquoi ai-je été reçu? Peut-être parce que j'ai fait preuve en France de loyauté à l'égard de la Russie et de courage.
Car il faut que vous soyez conscient qu'il y a une véritable œuvre de diabolisation de la Russie par les médias français. La Russie est présentée comme une terrible dictature avec lesquelles il ne faut surtout avoir aucun rapport. Et je serais d'ailleurs passé au grill en rentrant, je vous rassure. Je serais passé à la question, comme au Moyen-Âge. En rentrant en France par ces médias qui diabolisent la Russie au niveau mondial. Mais je connais bien cela, puisque la Russie est diabolisée au niveau de l'Union européenne, comme le Front National est diabolisé en France par les mêmes médias. Et les mensonges, beaucoup de mensonges qui sont proférés sur l'un sont aussi des mensonges proférés sur l'autre. Bon. Ça n'est qu'un début, ces relations avec la Russie. Encore une fois, j'espère les approfondir. Et j'espère réellement que, notamment au niveau des partis politiques, des relations plus proches pourront s'organiser. Vous savez que non, vous ne savez pas d'ailleurs, je ne vous en voudrais bien sûr pas du tout, je suis vice-présidente de l'Alliance européenne des libertés, qui est un parti politique européen, avec des différents mouvements patriotes, d'Autriche, de Suède, et j'espère que nous développerons aussi ces relations entre partis dans l'Europe. Et puis je dis la même chose en France que ce que je dis ici. Ça fait de moi, je crois, dans la classe politique française, quelqu'un d'assez exceptionnel. Car beaucoup de responsables politiques sont adeptes du double langage. Ils viennent vous dire des choses agréables lorsqu'ils sont chez vous, mais quand ils sont rentrés en France, ils ne disent plus la même chose. Voilà. Et j'ai été assez brutalisé, notamment pendant la campagne présidentielle, pour avoir défendu, il faut bien le dire, la Russie contre des accusations qui m'apparaissaient injustes. C'est peut-être ça aussi qui fait que l'on m'a accueilli avec courtoisie. Concernant la dédiabolisation, vous avez raison de dire que je partage avec le général de Gaulle une vision de la France, d'une France libre, comme je l'ai expliqué lors de mon discours. Or, parce que le seul intérêt pour moi, c'est la défense des intérêts de la France et des Français. C'est mon seul objectif. Alors, je cherche à rassembler les patriotes, de droite comme de gauche. Je ne regarde pas les parcours, je ne regarde pas les étiquettes. Je veux créer ce grand mouvement de défense de la France. Or, il y avait des gaullistes de gauche et il y avait des gaullistes de droite. Et puis il y avait De Gaulle. Voilà. C'est donc un modèle qui peut fonctionner. Et si vous connaissez un peu la vie politique française, vous vous apercevrez que la fracture gauche-droite, elle est contestable. Car la réalité, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre l'UMP de droite et le Parti socialiste de gauche sur le modèle économique, sur l'immigration, sur le fédéralisme européen, sur la Constitution européenne, etc., etc. Voilà. Alors, l'extrême droite ne m'aime pas, tant mieux. Voilà. J'en suis ravi. Car justement le Front National, contrairement à ce qui est dit en permanence pour nous dévaloriser, pour nous décrédibiliser et pour donner de nous une fausse image, justement, et merci de me permettre de le rappeler, le Front National n'est pas un parti d'extrême droite. Par conséquent, que des groupuscules d'extrême droite ne nous aiment pas, eh bien j'en suis fort aise. Voilà. Concernant le mariage homosexuel, le Front National a été présent à toutes les manifestations. Et je terminerai en vous disant que l'UMP, le parti de droite, qui a dit très fort pendant les débats qu'il était contre, le jour où la loi a été votée, ils ont dit « Ouh, ça va être très difficile de la changer ».
Bon, d'accord. Par conséquent, ils ne la changeront pas s'ils reviennent au pouvoir. Nous sommes donc aujourd'hui en France le seul mouvement politique qui avons pris l'engagement de revenir sur cette loi qui a autorisé le mariage homosexuel et l'adoption par les couples homosexuels. Ah, peut-être on s'est moins agité que les autres, mais au moins nous sommes plus loyaux à l'égard de nos électeurs et de nos idées. Bonjour Madame Le Pen, j'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis revenu de France parce que j'ai fait des études à Sciences Po il y a quelques mois et j'habitais à Montmartre. Il y a une station de métro qui s'appelle Barbès-Rochechouart. Et quand je suis venu là-bas pour la première fois, j'ai vu que c'est une ruche des émigrés qui ne veulent pas s'intégrer dans la société française, qui portent des robes et des manteaux nationaux et qui ne veulent même pas parler français. Donc, mais ce sont des immigrés qui sont déjà venus au pays, qui ont déjà obtenu la nationalité française. Donc, ma question est, qu'est-ce que la France va faire avec ceux qui ne veulent pas accepter les valeurs françaises, mais qui sont déjà venus au pays? Et la deuxième question concerne les jeunes Français, parce que quand je parlais aux jeunes Français qui faisaient ces études à Sciences Po, il me semblait que leur regard était bien violé, bien dispersé, et qu'il avait les tendances, disons, européennes et mondiales, et qu'il ne appartenait pas aux jeunes Français, mais qu'il appartenait aux jeunes Européens, et qu'ils ne veulent pas faire partie d'une nationalité française, généralement, si on parle généralement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette situation? Comment il faut changer le regard des gens français? Merci beaucoup. Merci de votre question et merci de votre regard extérieur sur ce qui se passe en France. Un des problèmes considérables de l'immigration massive que vit la France, c'est que cette immigration ne s'intègre plus. Le modèle d'assimilation français, qui est d'ailleurs le modèle aussi russe, dans lequel une partie se permet quand même à des gens qui viennent d'horizons différents, hein, la Russie est grande, hein, de vivre ensemble. Ce modèle est en voie de disparition pour une raison qui est liée aux choix politiques qui ont été faits par les dirigeants français. Au lieu de dire aux étrangers, d'abord, on ne peut pas intégrer des gens lorsqu'ils sont trop nombreux. Voilà. Or, l'immigration a été beaucoup trop brutale, beaucoup trop nombreuse pour pouvoir continuer à assimiler ces populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'on a dit à ces gens qui venaient, au lieu de leur dire à Rome, fais comme les Romains. Quand on vient dans un pays, on se soumet aux valeurs, aux règles de vie, aux coutumes, aux mœurs du pays dans lequel on veut vivre. C'est le moindre des respects. Et ça évite justement de choquer. Au lieu de faire cela, on leur a dit « Surtout, ne faites pas ça. Continuez à parler votre langue. Continuez à garder vos traditions, vos mœurs vestimentaires, vos habitudes. Et à la limite même, vous pouvez imposer vos règles aux autres. » C'est ainsi que un certain nombre de fondamentalistes se sont mis à prier au milieu des rues en France, bloquant la circulation des voitures et des personnes. Il y avait des centaines de personnes qui priaient au milieu de la rue, régulièrement. J'ai dit que c'était pas possible, que c'était absolument anormal. Dans la grande démocratie française, je suis poursuivi devant le tribunal pour cela, pour avoir dit cela. Pour mon opinion, en quelque sorte. Ça s'appelle un délit d'opinion. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais alors que faire de ces enfants d'immigrés à qui on a donné la nationalité de manière automatique, ce qui est un problème majeur? D'abord, il faut supprimer le droit du sol. La nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite.
On ne peut pas obtenir une nationalité de manière automatique au motif qu'on est né quelque part. On doit répondre à des critères. On en arrive aujourd'hui, avec cette acquisition automatique de la nationalité, à donner la nationalité à des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, qui ne respectent aucune des valeurs, ou qui ne veulent pas apprendre à parler le français, qui créent du trouble à l'ordre public, qui agressent les autres. C'est insensé. Alors il faudra rappeler les règles du jeu, vous savez, dont je parlais tout à l'heure. Et puis il faudra rompre aussi avec le laxisme, car le laxisme, notamment judiciaire en France, est catastrophique. C'est quasiment une incitation à aller vers la délinquance plutôt qu'à aller vers le travail. Il faudra remettre en place les conditions de l'assimilation et expliquer à nouveau, et exiger même peut-être, allez, exiger de faire à Rome comme les Romains et en France comme les Français. Concernant Sciences Po, je comprends bien que vous avez dû être étonné de voir la pensée unique dans un espace où l'on est censé apprendre à penser librement. Or, dans cette école, Sciences Po à Paris, on apprend à penser uniquement. Il faut absolument penser la même chose. Une pensée très à gauche, il faut être honnête. Il faut être très pour l'immigration. Surtout que l'immense majorité de ceux qui sont à Sciences Po sont des enfants de bourgeois qui vivent dans des quartiers très agréables où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup moins d'immigrés que dans les quartiers populaires. Vous savez ? Donc ceux-là sont pour l'immigration au balcon. Au balcon, ils disent c'est très bien l'immigration. Mais ils ne descendent pas dans la rue. Donc ça n'est pas eux qui ont évidemment à la vivre au quotidien. Vous comprenez ? Bon. Donc c'est vraiment la chambre de la pensée unique, Sciences Po. Je comprends bien pourquoi, effectivement, vous n'y avez pas trouvé beaucoup de patriotisme. D'ailleurs, le patriotisme chez ces gens-là, chez ces enfants des élites françaises, qui sont censés devenir les futures élites françaises, ce qui est très inquiétant, le patriotisme est quasiment un défaut. On n'a pas le droit d'être patriote. On est suspect si on aime sa patrie. Il faut toujours préférer les autres aux nôtres. Il faut toujours penser aux autres avant les nôtres, dans leur esprit. Alors je vous rassure, j'espère que vous n'êtes pas revenus en Russie avec exclusivement comme image Barbès et Sciences Po, parce que le peuple français est bien divers et dans son immense majorité, il ne ressemble ni à ce que vous avez pu voir à Barbès et ni à ce que vous avez pu voir à Sciences Po. Voilà. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aussi le Front National accueille en son sein des gens qui sont très différents, comme je vous disais tout à l'heure, qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, mais aussi des Français d'origine étrangère, beaucoup, qui eux aiment la France, qui sont venus parce que c'était la France, parce que c'était les valeurs françaises, parce que c'était les libertés françaises, et qui sont en train de se rendre compte que la France est en train de ne plus être la France. Et ils viennent donc à nos côtés pour combattre, pour dire mais nous on veut sauver la France parce qu'on l'aime. Voilà. Et bien sûr, tous les Français sont accueillis, quelle que soit leur origine politique, sociale, quelle que soit leur origine de nationalité, tout le monde est le bienvenu quand il s'agit de la grande bataille politique patriotique, en quelque sorte, que nous avons demain à mener. Merci beaucoup de votre cours, il est très intéressant. J'ai une question, il est très court, mais très important aujourd'hui. Vous avez dit que l'Union européenne, c'est le régime du mal, et que l'Union détruit toute l'identité des pays.
Maintenant, la Russie est l'initiateur de la construction d'une autre union, l'Union eurasiatique. L'Union eurasienne, oui, pardon. Qu'en pensez-vous? Est-il raisonnable de continuer de le construire et de continuer de créer une autre union? Merci. Alors, je crois que le terme union recouvre des réalités très différentes. L'Union européenne telle que nous la vivons est une Union européenne qui a aspiré nos souverainetés. C'est-à-dire que nous n'avons plus de souveraineté territoriale, puisque je vous disais tout à l'heure que nous ne maîtrisons plus nos frontières, nous n'avons plus de souveraineté budgétaire, nous n'avons plus de souveraineté monétaire, donc nous n'avons plus de souveraineté économique, et nous n'avons même plus de souveraineté législative, puisque nos députés qui font semblant en fait de voter la loi, 80% des lois qu'ils votent sont en réalité la transposition de directives européennes. Bon. Et puis, il y a des unions qui peuvent être des unions de coopération, comme ça existait avant l'intégration de l'Union européenne. C'est comme ça qu'on a fait Airbus. C'était par des accords de coopération entre les nations libres. C'est ça que je veux voir revenir, moi. Alors, si ces accords se font dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Mais je vous donne un exemple de la perte de souveraineté. Donc toutes les unions sont possibles, toutes les relations sont possibles, tous les accords de coopération sont possibles, pour peu que chaque nation conserve, chaque patrie conserve sa liberté et sa souveraineté. Demain, nous allons être amenés, enfin l'Union européenne va décider pour nous de la mise en place d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ça va être dramatique, C'est la mort de l'agriculture européenne. C'est peut-être même la mort de l'industrie de la défense, entre autres. Bon. Mais c'est aussi très inquiétant, parce que ça va nous laisser en quelque sorte rendre un peu irrémédiable la dépendance avec les États-Unis. Entendez-moi bien, que ce soit les États-Unis ou l'Allemagne, moi je ne leur reproche pas de défendre leurs intérêts. Je pense que tous les pays défendent leurs intérêts. Ce que je reproche, c'est à l'Union européenne de ne pas défendre les siennes, et à la France de s'être privée de la possibilité de défendre les intérêts de la France. Voilà. Et donc, moi, je suis extrêmement inquiète par cet accord de libre-échange qui va être décidé par l'Union européenne et qui va faire une espèce de marché absolument gigantesque, dans lequel, bien entendu, la France risque de continuer à voir s'appauvrir son économie et disparaître une partie de son industrie. Voilà. Alors, dans le cadre du monde multipolaire pour lequel je plaide, vous imaginez bien que cet accord de libre-échange, je le combattrai de toutes mes forces. Bonjour Madame Le Pen, tout d'abord merci pour votre discours, c'était vraiment très très intéressant. Mais j'ai une question concernant la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Comment pensez-vous cette loi pourrait-elle devenir une démarche démocratique de la République démocratique? Merci. Excusez-moi, mais je trouve un peu, si vous voulez, je trouve un peu particulier que la France passe des lois pour le génocide arménien qui s'est déroulé avec la Turquie, quoi. Si vous voulez. Parce qu'à ce moment-là, il va falloir passer combien de lois pour aller pénaliser, enfin délictualiser, ça va pas être facile en russe. Faire un délit, transformer en délit, si vous voulez, pénal, la contestation d'un génocide qui s'est même pas déroulé sur le territoire français. Bon. Par conséquent, voilà, j'étais un peu étonné de cela. Je vous cache pas. Même si nous avons
exprimé de maintes reprises d'ailleurs notre affection à l'égard des Arméniens qui ont été victimes de faits terribles. Mais la criminalisation en France de la négation, si vous voulez, de quelque chose qui s'est déroulé complètement à l'extérieur des frontières françaises m'apparaît, je vous le dis, parce que je suis connu pour pas être langue de bois. Je pense que l'origine de cette loi est en fait beaucoup plus électoraliste et clientéliste que de répondre en fait à une nécessité. La communauté arménienne est nombreuse, d'origine arménienne est nombreuse en France, et il y a un certain nombre de politiciens français qui pensaient que c'était une manière d'attirer le vote de ces Français d'origine arménienne. C'est quand même pas très glorieux. En tout cas, c'est pas comme ça que j'envisage, moi, la manière dont il faut faire de la politique. Voilà. Bonjour, Madame Le Pen. J'ai une seule question. Si vous gagnez les prochaines élections présidentielles, allez-vous établir 6e République, et pourriez-vous expliquer en bref ce qui c'est 6e République? Oui. Merci. Bon, écoutez, oui, on peut l'appeler comme ça, mais je pense que la 5e République n'est pas une si mauvaise construction que cela, institutionnelle que cela. Il y a des modifications à y apporter, notamment la proportionnelle, je pense, car je pense très sincèrement que un pays dans lequel 40% des électeurs, c'est-à-dire de ceux qui vont voter, c'est pas de toute la population, 40% de ceux qui vont voter n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale, c'est juste insupportable. Parce que ça fausse en réalité le jeu démocratique, bien sûr. J'y introduirais aussi le référendum d'initiative populaire, pour que un certain nombre de dizaines de milliers de Français puissent spontanément, sans passer par la voie du Parlement, c'est-à-dire l'équivalent de la Chambre basse ici, ou du Sénat, c'est-à-dire l'équivalent de la Chambre haute, puissent poser une question essentielle, comme c'est le cas déjà dans des pays comme l'Italie, ou dans des pays évidemment qui est à l'origine comme la Suisse. Voilà des modifications importantes que nous aimerions voir introduites dans la Constitution pour qu'elle puisse être changée. Tout le reste devra être modifié. C'est le code de la nationalité dont je parlais tout à l'heure, et qui accorde la nationalité simplement par le lieu de naissance, alors même que nous pensons encore une fois que la naturalisation, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité française, doit quand même faire l'objet d'un minimum d'examen pour savoir si celui à qui on donne la nationalité, parce que c'est un honneur, est véritablement digne de la recevoir, dans ses actes notamment, et dans ses convictions. Bonjour, merci pour votre intervention. Aujourd'hui, nous fêtons 85 ans de Jean-Marie Le Pen. Après avoir visité la Russie, c'était il y a 80 ans peut-être, on a demandé à votre pari, est-ce que vous avez été surpris par quelque chose? Il a dit, dans le métro de Moscou, tout le monde me ressemble. Aujourd'hui, quand la Russie, à l'instar de la France, fait face à l'immigration de masse, y compris l'immigration clandestine, peut-être Jean-Marie Le Pen ne dirait pas la même chose. Et voici ma question. Qu'est-ce que vous a surpris ici à Moscou le plus? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je trouve la Russie très belle. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'y venir, et ce sont des balades historiques. Je veux dire, on traverse l'histoire. J'ai en Russie des amis, notamment le grand peintre Ilya Glazunov, dont j'ai visité la galerie hier.
suis frappée, moi, par le patriotisme, justement. Ça fait tellement de bien de rencontrer des gens qui sont fiers de leur pays, qui l'aiment et qui osent le dire. Alors même qu'en France, oser dire « j'aime mon pays », c'est déjà suspect. Je vous parle même pas de vous balader avec un drapeau français. Alors là, vous êtes limite un extrémiste. Bon. Et ce patriotisme naturel que je ressens dans les propos des gens que je croise et avec qui j'ai discuté, ça met du baume au cœur. Et j'aimerais que grâce à l'action que nous menons, nous puissions libérer aussi et faire renaître dans le cœur de tous les Français cette fierté et leur redonner la liberté de le dire. Voilà. Concernant l'évolution dont vous parliez, car vous savez, l'immigration est un problème, ce sera le problème du XXIe siècle. Avec le système monétaire international. Ça n'a rien à voir, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Les flux d'hommes, les flux migratoires seront le problème du XXIe siècle. Par conséquent, il faut réfléchir, et nous pouvons réfléchir ensemble, la Russie et la France d'ailleurs, comment fixer les populations dans leur pays d'origine. Or, plus nous sommes affaiblis moralement, culturellement, économiquement, moins nous avons la possibilité, en réalité, d'apporter les moyens d'un développement, les aides, les conseils pour développer les pays dont sont issus ces immigrés et qui, je suis sûr, aimeraient bien pouvoir vivre correctement dans leur propre pays. Je crois que tous les hommes ont envie de vivre dans le pays où ils sont nés, d'y faire naître ses enfants, d'y travailler et d'y mourir. Voilà. Beaucoup ne peuvent pas le faire. Alors certains se déplacent par paresse, parce que c'est plus facile d'aller toucher les aides sociales dans tel ou tel pays européen que de contribuer à développer son propre pays, mais certains partent de chez eux parce qu'ils ne vivent pas correctement. Bon. Et donc il faut que nous réfléchissions au co-développement avec les pays dont sont issus les immigrés, mais pour cela, le problème c'est que il faut que, en tout cas, la France et les pays européens qui participent de l'Union européenne retrouvent d'abord les chemins de la croissance. Car pour pouvoir être généreux, pour pouvoir donner aux autres, encore faut-il pouvoir vivre correctement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Voilà. C'est un énorme problème. Chers amis, le vice-recteur Silantiev m'a dit que le programme de nos amis français est très chargé puisqu'ils auront un autre entretien dans 40 minutes. Et Marine Le Pen, je voudrais vous remercier de tout cœur. Vous souhaitez très bonne santé à vos enfants. Vous avez 3 enfants. À vos 3 enfants. Et je voudrais dire qu'un entretien comme aujourd'hui ne sont pas seulement utiles du point de vue d'une vision de la situation en France, d'une ligne politique, des positions que vous avez prises, mais ces entretiens très importants du point de vue émotionnel pour vous, parce que des problèmes que vous avez abordés nous préoccupent. Ils préoccupent les Russes et les Français, tous les gens sur la Terre. Et je voudrais que ces entretiens soient plus nombreux pour que la vie sur notre terre soit meilleure. Et pour conclure, je souhaite aux étudiants de passer tous les examens avec les succès et puis avoir des bonnes vacances. Спасибо большое.